Bienvenue sur Média TV pour ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons braquer nos projecteurs sur l'Iran, car une pression inédite est exercée sur le numéro 1 du régime iranien, l'ayatollah Khamenei. Au niveau local, l'Iran est secoué par des protestations après le meurtre de Mahsa Amini, une jeune femme âgée de 22 ans qui a été arrêtée par la police des mœurs pour le port d'une tenue vestimentaire inappropriée. Sa mort a déclenché une vague de manifestations en Iran et des rassemblements de solidarité à travers le monde. En fait, les Iraniens en ont assez de la brutalité et de la corruption du régime des mollahs. Les manifestants ont attaqué les forces de sécurité au cri de « Mort à Khamenei ». Depuis que cette vague de colère a éclaté, on compte des dizaines de morts et des milliers d'arrestations. Sur le plan international, l'Iran est de plus en plus isolé. Les négociations sur le nucléaire sont dans l'impasse et les sanctions se poursuivent. D'ailleurs, le président Biden a annoncé de nouvelles pénalités contre Téhéran en raison de la répression meurtrière de ces manifestations. En fait, ceux qui espéraient un changement d'attitude à l'égard du régime iranien se retrouvent désarmés quand le président iranien Ebrahim Raïssi qualifie les manifestants de mouches et jure d'utiliser la force pour les réprimer. Par ailleurs, ces derniers jours, des tirs d'artillerie iraniens ont visé à plusieurs reprises des zones frontalières du Kurdistan irakien et la Russie a lancé une série de frappes massives sur le territoire ukrainien à l'aide de drones de fabrication iranienne. Enfin, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a accusé l'Iran d'armer le front Polisario. Le chef de la diplomatie marocaine a condamné les actions du régime iranien contre l'intégrité territoriale du Maroc. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinerons les causes de l'instabilité en Iran et l'impact des actions du régime iranien pour les États-Unis, le Maroc et ses alliés. Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux spécialistes de l'Iran et de la région. Le premier est Norman Rule, vétéran de la CIA, la Central Intelligence Agency, qui a servi pendant 34 ans pour l'agence. Il a dirigé un grand nombre de programmes liés à l'Iran et au Moyen-Orient au poste de chef du département des affaires iraniennes. Notre second invité, qui est avec nous sur ce plateau, est le docteur Edmond Gharib. Il est l'un des chercheurs et essayistes les plus célèbres sur les questions du Moyen-Orient. Il était professeur à l'université de Georgetown et à l'université américaine où il a dirigé un programme d'études sur le Moyen-Orient. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et je vais commencer, comme il est de coutume, par donner la parole à notre chroniqueur George Landritz. George, comme vous l'avez entendu à l'instant, l'Iran arme désormais le Polisario de drones. Dans quelle mesure cela contribue-t-il à alimenter les conflits et à déstabiliser la région ? Well, as usual, Adam, you ask very insightful questions. I think Iran, of course, is a highly destabilizing influence in the world. There's virtually no place on the planet where they're doing anything that would make the world safer, more secure, or more stable. They work full-time to destabilize societies wherever they can. And this, I think, fact illustrates some points. One, comme toujours, Adam, vos questions sont très pertinentes. Je pense que l'Iran est une puissance hautement déstabilisatrice dans le monde. Il n'y a aucun endroit sur cette planète où les actions du régime iranien peuvent être décrites comme contribuant à la sécurité ou à la stabilité mondiale. C'est plutôt le contraire et les preuves foisonnent. Je commencerai par souligner que la possession de technologies avancées en matière de défense antimissiles et antidrones est nécessaire car elle limite les capacités de ce genre de puissance. Il y a ensuite la question de la coordination et de la pleine coopération entre les pays responsables pour garantir la sécurité et la stabilité. À cet égard, je voudrais souligner que les dirigeants marocains ont toujours opté pour cette approche, ce qui est très important. Je crois qu'il y a des raisons derrière la coopération iranienne avec certaines puissances parce qu'elles aspirent à déstabiliser le monde à leur propre bénéfice. Si nous laissons les Iraniens, il ne fait aucun doute que nous assisterons à des perturbations sécuritaires, non seulement dans cette région, mais dans le monde entier. Mais heureusement, le Maroc anticipe ces problèmes. Le Royaume a tissé des relations fortes et fructueuses avec l'OTAN et les États-Unis, et tout cela fait la différence. Je suis certain que malgré les intentions belliqueuses de ces forces de déstabilisation de la région, le Maroc maintient le cap pour garantir la sécurité et la prospérité. D'ailleurs, je suis sûr que malgré les obstacles, le Maroc a un avenir merveilleux.
Bien, permettez-moi de m'adresser à notre invité Norman Rule. Norman, pouvez-vous nous parler de l'instabilité en Iran? En fait, il y a eu des vagues de protestations similaires en 2009, 2013 et 2018, mais il n'y a pas eu de changement significatif. Pensez-vous que les événements actuels sont différents et si oui, en quoi? Permettez-moi de rappeler que l'ayatollah Ali Khamenei a déclaré que les États-Unis et l'Occident sont derrière ces manifestations. À votre avis, si c'est vraiment le cas, dans quelle mesure un soutien extérieur profite-t-il ou nuit-il à cette vague de protestations qui, je le rappelle, continue de s'étendre en Iran? Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Ce sont d'excellentes questions. Premièrement, les protestations doivent être vues sous le prisme du profond mécontentement du peuple iranien qui est complètement en rupture avec le régime. Nous l'avons vu non seulement au début de 1999, mais aussi en 2009, 2017, 2018, 2019 et 2020, et puis aujourd'hui. Ce n'est que la partie visible d'un tableau d'ensemble. On voit que la génération qui a grandi après la révolution iranienne ressent beaucoup d'insatisfaction et même de colère contre le régime iranien. Celui-ci n'est plus capable de répondre aux aspirations du peuple. En fait, la vague de protestations qui s'amplifie en Iran est tout à fait différente des manifestations précédentes, car au départ, la majorité des protestataires étaient des femmes, et elles sont aujourd'hui soutenues par les hommes. Et ce mouvement, qui était d'abord dans les villes, trouve maintenant du soutien dans les zones rurales. Il s'agit d'une campagne qui se concentre principalement sur l'imposition du voile aux femmes. Les Iraniennes en ont assez de la répression menée par le régime. Elles utilisent la question du voile pour exprimer leur désir de liberté. Et la réponse du gouvernement, teintée d'une certaine violence, a été celle d'une théocratie archaïque d'un autre temps. Certes, le régime a fait preuve d'une certaine retenue, réalisant qu'une violence excessive pourrait déclencher davantage de protestations. Mais on voit que le gouvernement iranien n'est plus en phase avec la société pour pouvoir apaiser la colère des manifestants. Et cela s'est vu clairement lorsque le président iranien est allé à l'université de Téhéran en pensant que les étudiants lui montreraient le plus grand respect, mais il a été accueilli sur le campus sous une tirade d'insultes d'étudiants scandant « Raisi, dégage ». Pour ce qui est du soutien des Occidentaux à ces protestations, il est important que la communauté internationale adopte une position de soutien moral, philosophique et idéologique au désir de liberté du peuple iranien. Ce devoir de solidarité envers le peuple iranien est important, mais je ne pense pas que ce soutien aura un grand impact sur le terrain. Le peuple iranien lutte pour obtenir ses droits et il les aura avec ou sans le soutien de l'Occident. La vérité est que le soutien des pays occidentaux a joué un rôle mineur, bien que le gouvernement iranien le décrivent comme un complot des États-Unis et d'Israël, mais ce genre de discours est dépassé. All right, thank you for those insights, Norm. Edmond, let me turn to you for a second. Iran is isolated. Je me tourne à présent vers vous, Edmond. Comme l'a souligné Norman tout à l'heure, l'Iran est désormais isolé et son économie est en crise. La préoccupation des Iraniens, c'est cette inflation galopante de 60%, accompagnée d'une croissance négative. Le rial iranien chute, les prix des matières premières et le chômage ne cessent d'augmenter. De plus, l'échec des négociations sur le nucléaire iranien rend impossible l'espoir d'une levée de sanctions économiques. Tout cela suggère que l'avenir est bien sombre. Mais pour l'instant, ce régime semble encore tenir le coup. Comment expliquez-vous cette contradiction? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs derrière cela. Sans aucun doute, ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des protestations qui se propagent à une plus grande échelle, contrairement au passé, comme Norman et vous l'avez mentionné. Et cela est dû à plusieurs raisons, notamment la frustration économique, la corruption, une inflation très élevée, la hausse des prix, le chômage et surtout la question du voile que le régime tente d'imposer à toutes les Iraniennes, ce qui les a poussées à descendre dans la rue pour protester contre la répression. Mais je dois dire qu'il est très peu probable qu'une révolution verra le jour en Iran et que ce mouvement débouchera sur un changement de régime. La première raison est que toutes ces protestations ne sont pas bien organisées et n'ont pas un cadre bien établi.
D'ailleurs, la question que vous avez posée ici à Norman était très importante au sujet de l'ingérence étrangère. Nous ne tenons pas compte de l'histoire de ce pays et de ce qui s'est passé avec le Premier ministre Mohamed Mossadegh en 1953 quand il a été démis de ses fonctions sous la pression des Britanniques. Cet épisode a profondément marqué les Iraniens qui se dresseront contre toute ingérence étrangère. Iranians usually rally when they see a foreign threat. That's why, while I think it's important to emphasize that what Iran is Il est certes important de souligner ce que fait le régime iranien qui viole les droits fondamentaux de l'homme. Nous critiquons ce que fait ce régime, mais l'ingérence, c'est autre chose. Okay, great. Let's go back to Norm. Now, Iran's usual response to Bien, je me tourne à présent vers Norman. L'Iran s'appuie généralement sur des stratégies d'attaque en riposte aux menaces internes ou externes. En plus des méthodes brutales employées contre les manifestants, Téhéran a lancé des attaques de missiles et de drones contre des cibles kurdes en Irak. Vous avez vous-même passé 35 ans au sein de la CIA, la Central Intelligence Agency, à étudier l'Iran. Sur la base de cette expérience, à quelle réponse vous attendez-vous de la part de ce régime? Et réussira-t-il dans son entreprise, à votre avis? It's an important question. First, we should note that the poor victim of that ignited much of this unrest, Mahsa Amini, was a Kurdish ethnic national, and Iran has long been sensitive to and believe that Kurdish actors in northern Iran. Ceci est une question importante. Premièrement, nous devons mentionner que la victime à l'origine de cette vague de colère, Mahsa Amini, est d'origine kurde. L'Iran estime que les militants kurdes du nord de l'Irak sont responsables de ces protestations. Il n'est donc pas étrange que l'Iran se retourne contre les Kurdes du nord de l'Irak, mais cela nous dit aussi plusieurs choses. Premièrement, à travers ces attaques, l'Iran montre qu'en dépit de la vague de protestations à laquelle il est confronté, il est toujours capable d'agir à l'étranger pour défendre ses intérêts fondamentaux en matière de sécurité et que ces actions peuvent inclure le tir de missiles, de drones et d'autres formes de violence. Deuxièmement, lancer des attaques contre l'Irak est relativement facile pour l'Iran car il connaît parfaitement la nature de la région grâce à son service de renseignement. De plus, l'Irak n'est pas un pays qui peut répondre militairement aux attaques de l'Iran. C'est une indication largement répandue que l'Iran a pu cibler les territoires et les peuples d'autres pays sans que la communauté internationale ne réagisse. Et c'est un mauvais message envoyé à Téhéran quand la communauté internationale reste silencieuse sur la violation de l'intégrité territoriale de l'Irak. Imaginons que l'Iran tire des missiles sur la France, la Grande-Bretagne ou tout autre pays. Quelle sera la réaction de la communauté internationale ? Alors pourquoi les Nations Unies et la communauté internationale restent-elles silencieuses concernant les attaques militaires contre l'Irak? C'est vraiment regrettable. Je pense que l'Iran continuera à agir avec défiance et à menacer ses voisins pour montrer sa force et s'imposer comme un acteur régional intouchable. Toutefois, les protestations ne paralyseront pas le régime iranien. Okay, stay with us, Norm. D'accord, je vais vous prier de rester avec nous, Monsieur Roule. C'est le moment de faire une courte pause. Nous avons montré l'étendue des menaces que l'Iran faisait peser. Dans la seconde partie, nous verrons comment cela affecte le Maroc et ce que l'on peut faire. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur l'Iran et sur l'impact de sa situation interne sur ses relations extérieures. Avant d'aborder la question de l'Iran et du Maroc, je voudrais demander à Dr Edmond Gharib, qui est un spécialiste de la question kurde sur laquelle il a fait de nombreuses recherches, que pensez-vous de ces attaques iraniennes contre des cibles kurdes? Est-ce que ces derniers représentent réellement une menace pour l'Iran? Et quelles sont les conséquences de ces attaques sur la relation Iran-Irak? Norm said is going to have on relations with Iraq? That's an excellent question because I think if there is a group right now that's capable, united,
C'est une excellente question parce que je pense que s'il y a un groupe en ce moment qui est capable et uni pour faire pression sur l'Iran, ce sont les Kurdes, qui sont plus unis que tout autre groupe. Les Kurdes bénéficient également d'un soutien transfrontalier. C'est pourquoi nous voyons les attaques de missiles lancées par le corps des gardiens de la révolution iranienne à 2 reprises au cours de la semaine dernière contre les Kurdes d'Irak. De plus, la jeune femme qui a été tuée est kurde et par conséquent, la protestation des femmes kurdes a commencé. Puis la population kurde s'est jointe à elle contre ce qui se passe en Iran. Tous ces facteurs importants rendent le régime iranien préoccupé par les Kurdes et leur rôle dans toute tentative révolutionnaire contre le régime iranien à l'avenir. So Norm, Norman, nous avons parlé de la stratégie d'attaque de l'Iran, mais l'une des caractéristiques de ce pays est la déstabilisation des gouvernements étrangers à travers le soutien de mouvements séparatistes. Sur ce sujet, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s'est exprimé récemment. Il a critiqué le soutien de l'Iran au mouvement Houthi au Yémen et a accusé l'Iran d'armer le Front Polisario de drones militaires financés par le régime algérien. Alors je voudrais vous demander si les États-Unis et leurs alliés ont un plan pour faire face à ces menaces, puisque les sanctions semblent inutiles. Que peut-on faire exactement? So you're correct. Iran has continued primarily through its Quds Force, but also using other elements of the Islamic Revolutionary Guard Corps. Vous avez raison car l'Iran continue d'utiliser la force Al-Quds et d'autres éléments du corps des gardiens de la révolution, tels que l'aviation, pour soutenir les milices régionales et les terroristes afin de déstabiliser les régimes fragiles, de menacer les gouvernements puissants ou de démontrer les vastes capacités de l'Iran à étendre son pouvoir au-delà de ses frontières. Cela a continué malgré l'imposition de sanctions contre l'Iran, mais je pense qu'il est important de reconnaître que les sanctions ont réduit les ressources dont dispose l'Iran. Alors, je dis à nos téléspectateurs que l'Iran a pratiqué certains niveaux d'activité néfastes à l'extérieur de ses frontières pendant que les sanctions étaient imposées. Alors, si l'Iran a plus de fonds et de capacités technologiques, le régime iranien va exercer beaucoup plus d'activités hostiles. Néanmoins, l'Iran n'arrêtera pas ses interventions violentes à l'extérieur de ses frontières à cause des sanctions internationales, mais nous devons comprendre le fait que si les sanctions contre l'Iran sont levées, Téhéran aura plus de fonds pour mener des opérations bien pires en dehors de ses frontières, comme le fait de tuer des hommes, des femmes et des enfants. Par conséquent, une politique internationale claire doit voir le jour afin de réduire tout soutien au corps des gardiens de la révolution islamique. If it's true that you can't have a nuclear deal without providing Iran with financial support, it's also true that Iran will use some Par conséquent, lorsque nous discutons de la relation entre l'accord nucléaire et cette ingérence, il faut se rendre compte qu'il ne sera pas possible de conclure cet accord avec l'Iran qu'avec une seule condition, s'assurer qu'aucune partie de ce soutien financier n'ira à ces éléments pour mener leur activité régionale subversive. De ce fait, des sanctions devraient être imposées à toute entreprise iranienne qui fournit un soutien aux gardiens de la révolution islamique ou qui fait partie de sa structure commerciale. Edmond, le Maroc voit clairement l'Iran comme une puissance hostile. Le Royaume a décidé de rompre ses relations avec Téhéran en 2018 en raison de l'implication du régime iranien et du Hezbollah au niveau de l'instruction militaire du Polisario. Plus encore, le ministre marocain des Affaires étrangères a accusé l'Iran d'armer le Front Polisario de drones militaires financés par le régime algérien. Alors si nous mettons de côté ces déclarations officielles et cette rupture de relations, quelle carte le Maroc a-t-il pour forcer l'Iran à payer le prix de son soutien aux ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume? Écoutez, le Royaume du Maroc dispose de capacités militaires qui lui permettent de répondre à toute activité iranienne sur le terrain. Mais l'important ici est que la confrontation avec l'Iran ne peut pas être entreprise par un seul pays. Une coopération entre pays est nécessaire à cet égard, et c'est ce que nous commençons à voir. Par exemple, une délégation de l'OTAN s'est rendue au Maroc. Et cela montre qu'il existe au moins une certaine coopération à ce niveau entre les deux parties.
if they weren't going to cooperate, they would not have gone there. That there's some cooperation. Also, Morocco there are a lot of Il existe également de nombreux pays arabes et africains qui partagent le même point de vue du Maroc quant à l'Iran et ses activités à l'extérieur de ses frontières, ce qui signifie que le Maroc coopérera avec ces pays dans ce domaine. De plus, les États-Unis ne sont pas le seul pays à critiquer le régime iranien, même si les États-Unis envoient parfois de vagues messages, comme la déclaration de Robert Malley, selon laquelle les États-Unis ne cherchent pas un changement de régime en Iran. Pour beaucoup dans la région, cette déclaration ressemblait à un manque de clarté, car ils se demandaient si les États-Unis étaient sérieux dans ce qu'ils disaient. Cependant, la coopération marocaine avec les pays européens, les États-Unis, les pays arabes et africains est une approche importante qui contribuera à unifier la position de tous ces pays face à ce qu'ils considèrent comme une menace iranienne. We've talked a lot on this program when talking about the United Nations. En fait, nous avons beaucoup évoqué dans le cadre de cette émission le sujet des Nations Unies et de la guerre en Ukraine. On a également parlé du nouvel ordre mondial qui souffre aujourd'hui de la division. Les États-Unis ne sont plus la seule puissance à pouvoir imposer leurs règles dans le monde. Dans le cas iranien, on voit que ce pays a des échanges commerciaux avec la Chine et la Russie, échanges qui ont contribué à atténuer l'impact des sanctions et à soutenir le maintien du régime des Mollahs. Alors j'aurais deux questions à vous poser. Tout d'abord, êtes-vous d'accord avec cette analyse et voyez-vous une possibilité de changer la donne vis-à-vis de l'Iran ? Je pense qu'avec l'effondrement du bloc communiste pendant la chute de l'Union soviétique, nous avons vu l'émergence d'un monde unipolaire dans lequel les États-Unis sont devenus la plus grande puissance du monde. Mais aujourd'hui, je vois que nous entrons dans une nouvelle phase dans laquelle l'influence de la Chine et la Russie a considérablement augmenté. Il y a donc des défis majeurs et je pense que cela dépend beaucoup de ce qui se passe sur le terrain pendant la guerre en Ukraine et puis en termes de changements possibles qui peuvent se produire en Iran. Alors cela dépendra de deux choses. Premièrement, ce qui se passera en Ukraine et au Moyen-Orient et ce qui se passera secrètement à l'intérieur de l'Iran. Nous regardons une opposition iranienne qui ne cesse d'augmenter, chose qui est vraiment importante. George, quick question for you. What do you see as things that the United States and Morocco can do? Une petite question pour vous, Georges. Que peuvent faire les États-Unis et le Maroc pour contrer les menaces iraniennes, non seulement au niveau de l'Algérie et du Front Polisario, mais aussi en Afrique? I think there's a lot of things that can be done. I think one of them is just the appearance of strength and the being resolute. And I think that we have to be able to look. Well, I used to be a scoutmaster, and one time a park ranger told me I was taking boys on a trip into the mountains. He said, if you want to avoid trouble with bears, don't look like food. Alors je pense que beaucoup de choses peuvent être faites et le plus important est de faire preuve de force et de détermination. Compte tenu de mon expérience avec le scoutisme qui remonte à l'enfance, je me souviens d'un dicton qui disait « Si vous voulez éviter les prédateurs, ne vous présentez pas sous forme de nourriture ». Bien évidemment, certaines de nos actions envers l'Iran sont apparues comme des signes de faiblesse. Nous devons paraître plus forts et ne pas courir après de petits accords. Nous devons plutôt être fermes avec eux et leur montrer que nous pouvons les arrêter au lieu d'attendre leur coopération. Sinon, je ne les vois pas se soucier de nous. You know, Edmond, I agree with you about your comments on how power is Bien, held. Edmond, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Les équilibres géopolitiques à l'échelle de la planète sont très différents aujourd'hui de ce qu'ils étaient il y a 20 ou 30 ans. Je vois en ce qui concerne l'Ukraine et l'Iran qu'il y a un consensus croissant sur le fait que ces régimes représentent une menace pour la sécurité, la paix et l'intégrité territoriale de leurs voisins. Represent an unacceptable level of threat to the peace, prosperity, and territorial integrity of their neighbors, right? In the case of Ukraine, there's a consensus that Russia is an aggressor,
Dans le cas de l'Ukraine, il y a une quasi-unanimité sur le fait que la Russie est l'agresseur. La communauté internationale ne cesse de critiquer la Russie pour son comportement déstabilisateur vis-à-vis de la sécurité et de la souveraineté énergétique de l'Europe. The same sort of thing is happening with Iran, maybe a little bit more slowly. But Mahsa Amini has definitely Je pense également qu'il y a cette même prise de conscience avec l'Iran, mais avec un peu plus de distance. La mort de Mahsa Amini a dévoilé le visage répressif du régime iranien et exposé ses failles nées de l'extrémisme, d'un régime rétrograde et hostile envers son peuple et envers les pays voisins. Je pense qu'une approche collective est la meilleure façon de faire face à ce régime, comme l'ont dit nos invités. Il est important que les États-Unis coopèrent avec des alliés comme le Maroc et d'autres pays pour empêcher un État comme l'Iran de démolir ce que nous avons tous construit. Je tiens à remercier nos deux invités, le Dr Edmond Gharib et Norman Rule. Merci également à notre chroniqueur, George Landwitz. Et merci à vous qui nous suivez chaque semaine. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode. À très bientôt.